On est vraiment, vraiment très heureux et heureuse de vous accueillir pour cet événement spécial qu'on attendait depuis un an, mon Dieu, qu'on espérait recevoir M. Saint-Pierre Plamondon parmi nous. Je cède maintenant la parole à Mme Nadine Viault, mairesse de la ville de Belleuil. Merci, Julie. Bien, chers collègues, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci d'être là. Julie m'a dit, prends pas trop de temps, 2 minutes maximum, mais quand on arrive au micro pour vous souhaiter la bienvenue dans la plus belle ville du Québec, c'est difficile de le faire en 2 minutes. Je vais essayer de le faire quand même. Alors, pour aller rapidement, à main levée, qui souhaite se présenter aux prochaines élections dans la salle? Bon, il y a quand même des mains qui se lèvent, c'est bien ça? Je t'avais dit que ça serait pas trop long. J'avais plein de projets à vous présenter pour Belleuil à venir, puis en lien avec le développement économique. Mais je vous dirais qu'à cause de la situation politique actuelle et parce que on voit des choses passer dans l'actualité, j'avais le goût de prendre ces 2 minutes-là pour inviter tous et toutes à vous engager dans votre communauté pour que la démocratie puisse rester intacte à travers tout ce qui s'en vient comme tsunami. C'est beau s'engager pour une communauté, c'est grand s'engager pour une communauté. La seule différence que ça fait dans une vie, bien honnêtement, c'est que la crème glacée, quand elle arrive à la maison, elle est rarement gelée. Donc, mes enfants ont appris à boire la crème glacée. Mais l'engagement, elle est complète, elle est grande, la politique est importante, notre démocratie, on doit la soutenir. Et vous êtes une communauté de leaders assis à chaque table. Puis j'invite particulièrement les femmes qui sentent l'appel de faire du bien à l'autre, de lever la main. Municipale, provinciale, fédérale, peu importe vos allégeances, vos idées, on a besoin de gens qui croient en la démocratie, ici, maintenant et plus tard. La CCIVRR étant une organisation apolitique, nous avons jugé important de permettre à nos membres et à la communauté de notre belle région d'en apprendre un peu plus sur le chef du Parti québécois, sur son parcours en politique et sur sa vision économique pour le Québec du futur, dans un contexte géopolitique particulier. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, c'est un grand honneur de vous recevoir au cœur de la Montérégie, dans la vallée du Richelieu. Sans plus tarder, je vous inviterai à accueillir chaleureusement Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour tout le monde. Premièrement, très heureux de vous voir si nombreux. Pour une allocution qui va s'avérer être tout un exercice. À la base, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, dans un premier temps, un survol des finances d'un Québec indépendant, parce que c'est une question économique qui est intrinsèquement reliée à l'éventualité d'un gouvernement du Parti québécois. Je voulais surtout vous parler de la vision économique, de l'approche économique à laquelle vous pouvez vous attendre de la part d'un gouvernement du Parti québécois. Ça aussi, c'est très volumineux comme sujet. Et vous comprendrez que finalement, on va devoir aujourd'hui passer quand même beaucoup de temps sur une question d'actualité qui nous concerne tous, à savoir nos relations commerciales avec les États-Unis. Donc, vous voyez la densité de cet agenda. Avant de commencer dans le vif du sujet, évidemment, je veux remercier, saluer Mme Larochelle, Mme la mairesse, M. Terrien, que je salue, ainsi que tous les membres reliés de près ou loin au Parti québécois, au mouvement indépendantiste. Je vois Mégane Perry-Melançon, qui est notre porte-parole à l'échelle nationale au Parti québécois. On me dit que Jean-Pierre Charbonneau était là aussi. Je ne sais pas s'il est là. Ah, salutations, bonjour. On voit des co-porte-paroles. Donc, évidemment, Belleuil a toujours été une ville très accueillante pour notre mouvement et notre parti. Je vais prendre la balle au bond sur ce qui vient de se dire de très pertinent, à savoir que c'est une époque qui... la façon la plus imagée de le dire, c'est que les plaques tectoniques bougent en Occident. Et lorsque les plaques tectoniques bougent, il faut conjuguer un contrôle et un calme dans l'analyse, mais également être capable de penser stratégiquement, être capable de faire du judo
avec des situations qui, a priori, peuvent être un défi, mais qui peuvent devenir une opportunité extraordinaire si la réponse est adéquate. Sur cette imposition de tarifs qui vraisemblablement aura lieu, on sait que la Montérégie est remplie d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont vont faire face très rapidement à des décisions difficiles, à l'obligation de reconsidérer une stratégie qui, à l'échelle du Québec, disons-le, est presque entièrement dédiée et dépendante vis-à-vis nos voisins américains. Et la difficulté, le coefficient de difficulté est élevé parce que la rapidité avec laquelle il faut s'ajuster, en termes financiers, n'importe quel entrepreneur va se dire le temps joue. Donc, je vais vous présenter en gros les orientations que nous, on veut donner à cette situation-là, en commençant par vous répéter quelque chose qui n'est peut-être pas dit assez souvent. Le Parti québécois est un allié de la communauté d'affaires. Moi, j'ai été entrepreneur. J'ai été actionnaire d'une firme d'avocats. J'ai été entrepreneur en entrepreneuriat social. J'ai fait mon MBA et ma vision pour le Québec, c'est un Québec entreprenant qui rayonne partout dans le monde. C'est comme ça qu'on pense. Le projet de relever le Parti québécois de sondages très désastreux qui amenaient certaines personnes à dire que le parti était mort, pour l'amener au niveau que vous voyez actuellement, mais pour éventuellement nous amener au statut de pays, c'est un plan d'affaires où est-ce qu'on pense en entrepreneur. Si vous voyez ma page sur le réseau X, c'est marqué « Entrepreneur en pays ». C'est vrai, depuis toujours. C'est comme ça qu'on pense. Et c'est le genre d'équipe qu'on va mettre en place. Donc, sachez que ça nous intéresse avant toute chose. Si je peux dire une chose de rassurante, commençons par constater que la négociation ne fait que commencer. Donc, gardons la tête froide, mais surtout constatons que ça peut faire partie de négociations entre deux joueurs de taille disproportionnée, disons-le. Ça peut faire partie de la stratégie que d'imposer des tarifs dès maintenant pour ensuite les les enlever ou amener à tout le moins certaines modifications, si et quand les États-Unis rencontrent leurs objectifs. Et là-dessus, le Parti québécois s'est distingué, a même reçu quelques tomates, lorsqu'il a osé dire, il y a 2 semaines, c'est parce que c'est vrai qu'il y a un problème à la frontière, et nous, on le dit depuis 5 ans. Là. Donc, je suis intervenu sur ce sujet-là dans le cadre du chemin Roxham. Je suis intervenu sur ce sujet-là dans le cadre de la prolifération des armes à feu à Montréal qui passent par les frontières, notamment par Akwesasne. Puis, je suis intervenu sur ce sujet-là au niveau de la traite des personnes, c'est-à-dire du crime organisé qui traverse des gens et qui en font une business. Et les gens meurent en tentant de traverser. C'est arrivé, ça a été documenté. Donc, au Parti québécois, lorsqu'on voit l'administration Trump dire qu'il y a un problème à la frontière, c'est laxiste, puis il y a de la drogue qui passe, nous, on dit ça depuis des années. Et sachez que l'administration Obama et Biden avaient les mêmes revendications. Là. Donc, on peut aimer ou ne pas aimer l'administration Trump. Ce que le Parti québécois dit depuis un moment déjà, c'est si notre partenaire nomme des préoccupations qui ont un fondement factuel, commençons par reconnaître ces préoccupations et essayons de se distinguer d'un gouvernement fédéral qui a lamentablement échoué à cette tâche. Cette vision post-nationale, cette dérive idéologique qui visait essentiellement à abolir la frontière, permettre à toute personne qui veut traverser, suivant l'invitation sur Twitter de Justin Trudeau, là, c'était ça la vision du Parti libéral, et ça a eu lieu parce que nous ne sommes pas maîtres chez nous. Parce qu'un gouvernement du Québec, qu'il soit caquiste, ça a beau être mes adversaires, là, qu'il soit caquiste, péquiste ou même solidaire et libéral, n'aurait jamais mis en place un tel fiasco. J'ai trouvé la CAQ trop attentiste dans ce dossier-là, mais pour revenir à la situation qui nous occupe, reconnaissons leurs préoccupations, continuons de négocier. Il n'est pas dit que ces tarifs-là sont là pour rester. Ils peuvent faire partie d'une stratégie par étape de négociation où les Américains ont considéré qu'en augmentant la pression sur nous, ils obtiendraient probablement plus de résultats. Est-ce que c'est une raison pour partir en panique ou changer de stratégie? Pas du tout. Évidemment, je déplore que notre invitation au Parti québécois
à créer une équipe Québec transpartisane avec les acteurs économiques et les acteurs académiques. Je déplore qu'elle n'ait pas été retenue. Donc, on est devant une stratégie très opaque de la part du gouvernement de la CAQ. Je ne peux pas vous dire c'est quoi cette stratégie-là. Il n'y a pas de transparence. Ça rappelle d'autres dossiers où il n'y avait pas de transparence. Mais une fois que c'est dit, cette négociation-là, elle n'est pas terminée. Premier constat. Deuxième constat, le Parti québécois propose maintenant et fera sans aucun doute, lorsqu'il est au pouvoir, fera une stratégie de diversification de nos partenaires économiques. Il y a deux facteurs qui jouent un peu contre notre économie. On doit les nommer. Le diagnostic doit être juste si on veut arriver à un résultat. Premier facteur, c'est qu'on est une économie de ressources naturelles. Une économie de ressources naturelles, ça crée de la paresse. Ça s'appelle le mauvais sort des ressources naturelles ou le malaise hollandais. C'est qu'il va y avoir une tendance partout dans le monde à vendre sa ressource sans la transformer puis sans se poser de questions parce que c'est tellement payant. C'est comme cueillir un fruit qui est mûr puis qui est juste prêt à manger. Ça crée des problèmes dans certains pays en éducation et paradoxalement, ça crée des problèmes économiques. On doit en être conscient. On est un endroit riche en ressources naturelles. On est dans ce pattern-là. Et à ça s'ajoute la facilité lorsqu'on a la plus grosse économie au monde comme voisin. Et donc, la facilité de prendre ce matériel-là puis de l'envoyer. Puis je ne dis pas qu'on fait mal. Là. On a plusieurs PME qui ajoutent de la valeur. Mais nommons le fait que la diversification des partenaires, à la lumière de ce qui se passe, me semble urgente. Donc, un gouvernement du Parti québécois, puis je l'avais dit, notamment dans mon bouquin de 2020, augmenterait de beaucoup les moyens diplomatiques du Québec pour donner un rayonnement québécois à nos entreprises et diversifier nos marchés. Pendant qu'il y a des opportunités dans le monde, l'Europe, en ce moment, ne se sent pas sécure. Elle a son lot de bouleversements géopolitiques. Elle a besoin également de diversifier ses partenaires. Aller en Amérique latine, en Afrique, il y a des opportunités pour nos entreprises. En ce moment, malheureusement, la réalité très, très crue, c'est que 75 % de nos exportations vont vers les États-Unis, alors que seulement 1 % vers la Grande-Bretagne, 1 % vers la France et 1,7 % vers la Grande-Bretagne, pour un total de 6 % vers l'Europe. Nous avons le cadre en ce moment pour aller vers l'Europe, pour aller vers d'autres marchés. Mais c'est sûr que si c'était payant puis ça allait bien avec les États-Unis, on n'en a pas nécessairement fait une priorité. L'urgence de la diversification et un gouvernement du Parti québécois fera rayonner le Québec sur le plan commercial avec nos propres missions qui visent à donner cette diversification et donc cette stabilité à l'économie québécoise. Ça veut dire aussi de manière très concrète que ce qu'on propose à très court terme au gouvernement de la CAQ, c'est d'y aller avec l'idée de détaxer complètement tout nouveau revenu d'exportation des entreprises qui vont dans des nouveaux marchés déterminés. Et là, il y a toute une question de compatibilité avec les règles de l'OMC, mais si on en fait une règle générale qui n'est pas ciblée et qui est simplement le droit des États de taxer ou taxer moins, je pense qu'avec des juristes, on peut arriver avec une politique où on donne à nos entrepreneurs un incitatif à aller chercher ces nouveaux marchés-là. Ça va probablement inclure les États-Unis, mais étant donné qu'on est déjà fortement en relation avec eux, ce n'est pas là que ça va se passer. Mais développer une politique fiscale au Québec pour donner le signal à nos entreprises qu'on va aller sur d'autres marchés et c'est payant de le faire. Ça, c'est une première mesure qu'on a proposée il y a maintenant près de 2 semaines. Et faire la recherche avec les entreprises sur comment on peut développer des équipes commerciales, s'assurer que les incitatifs financiers pour ce réajustement soient au rendez-vous, parce qu'on est devant ça essentiellement, on est devant une opération de transition de notre économie. Et le rôle de l'État dans ce temps-là, ce n'est pas de se substituer à l'entrepreneur, c'est de créer un environnement où c'est faisable de faire la transition. Donc là, c'est un peu ça qui est intéressant, c'est que si parmi vous, il y a des gens qui peuvent nous éclairer sur ce genre de mesures-là, nous, on est dans une phase où justement, on est en train de bâtir ce bouquet de mesures. Donc, on est à l'écoute. Mais ça me semble évident que notre rôle en ce moment, c'est d'accompagner des entreprises qui trouveront preneurs en termes de produits dans d'autres marchés que les États-Unis. Et ça donnera lieu, pour terminer sur cette question-là, ça donnera lieu aussi à une réflexion plus large, puis plusieurs d'entre vous êtes déjà là, dans cette mentalité-là. Moi, je rêve à un Québec qui n'exporte pas ses ressources naturelles, mais qui fait quelque chose d'intelligent avec ses ressources naturelles.
Donc là, je vous parle d'une transformation de notre vision de l'économie où l'État s'implique davantage en recherche et développement et met un environnement qui encourage l'innovation et la création d'un avantage concurrentiel sur la base des ressources qu'on a déjà. Mais ça, c'est très différent que de faire venir une multinationale avec un chèque de 400 millions. Là. Et c'est une vision à moyen long terme, en ce sens qu'elle n'est pas payante à court terme. Là. Prendre des PME, puis c'est de ça dont je vais vous parler, là, mais prendre des PME, les faire grandir, développer un avantage concurrentiel parce que tu as des ressources que les autres n'ont pas, c'est des projets sur 15, 20 ans. Mais si véritablement notre mission, c'est de créer de la richesse, c'est comme ça qu'il faut penser. Nous ne sommes pas une colonie comptoir, on l'a déjà été, puis on n'est pas obligé de penser comme une colonie comptoir. On va être riche quand on va rayonner, puis que ça va être nos entreprises d'abord, et ça veut dire une emphase sur les PME québécoises. Il y en a 1 sur 10, 1 sur 20 qui vont devenir des joueurs qui, eux, vont à l'étranger suivant des conditions avantageuses. C'est ça notre vision essentiellement au Parti québécois. Vision que j'avais déjà étayée dans « Rebâtir le camp du oui », mon livre de 2020. Je vous présente quelques-unes des composantes de cette vision-là. Donc, le premier, je vous l'ai dit, recentrage vers les PME québécoises, fin du bar ouvert pour les subventions aux grandes entreprises. En passant, là, toute cette idée de François Legault, puis évidemment, je suis partisan, là, on est adversaire, mais je vous dis ce que j'en pense. Là. Cette idée qu'on mesure la richesse puis la prospérité en fonction du salaire moyen par rapport à l'Ontario. Je veux dire, n'importe qui connaît ça, c'est très bien que si tes emplois que tu as réussi à obtenir, dont le salaire est plus élevé, sont subventionnés à coût de centaines de millions en fonds publics, puis en coût de taux d'électricité qui sont donnés en deçà du coût de production, etc., qu'est-ce que ça vaut comme modèle économique? En quoi l'indicateur du salaire moyen est le seul indicateur qui nous donne... Il y a un problème de vision sur l'enrichissement, à mon avis, dans cet indicateur-là. Donc, nous, on vous dit des PME québécoises qu'on accompagne. Une emphase d'abord et avant tout sur la croissance de ces entreprises québécoises-là en leur demandant pas grand-chose. Ce que l'État québécois va dire, et ça, je nomme les noms, Mme Zakaïb et Mme Marois sont pas mal les auteurs de cette approche-là. À l'origine, René Lévesque a fait ça avec le Cirque du Soleil. C'est de dire aux entreprises québécoises, nous, on va vous accompagner. Ça veut dire que moins de paperasse, moins de bureaucratie. Vous voulez un ajustement, on va le faire. Revenu Québec n'est plus votre adversaire. Vous avez le droit à l'erreur. On va vous accompagner dans votre succès. Tout ce qu'on vous demande, c'est de garder votre siège social à long terme, de vous engager en ce sens-là par écrit, payer vos impôts, ne pas aller dans les paradis fiscaux. C'est tout. Donc, c'est ça qu'on va faire, qu'on va mettre en place. Donc, ce sera le retour en clair de l'approche des gazelles sous Pauline Marois. On va identifier les secteurs où on a potentiellement un avantage concurrentiel. On va créer des zones d'innovation où on accompagne ces entreprises-là en disant tout ce qu'on vous demande, c'est d'être loyal envers le Québec pour ne plus se retrouver dans des situations où les Amazon puis les Northvolt, finalement, se comportent en multinationales. Puis moi, je ne suis pas fâché, là. Je ne suis pas fâché contre aucune compagnie de multinationale. Simplement, elles sont des compagnies multinationales, elles ont des intérêts, des actionnaires, elles ont des mécanismes fiscaux pour protéger leurs profits. Il ne faut pas être dupe de ça. Donc, pensez québécois, miser sur la force des entreprises québécoises. Donc, notre priorité, ça va être de faire passer des PME québécoises qui sont à 5 millions de chiffre d'affaires à 10, à 20, à 100. Donc, plus de couche-tard, plus de cascades et moins de Northvolt. Puis je sais que c'est un sujet sensible, évidemment, mais j'aime mieux vous le livrer comme moi je le vois. Je pense que la filière batterie est un environnement intéressant pour le Québec, mais je remets en question de mettre toutes nos billes dans des montants de cette envergure-là sur un ou quelques projets comme Flying Whales, puis je les nommerai pas tous, là, Lyon, etc., au lieu de prendre des entreprises qui ont du potentiel à moyen terme, puis les accompagner en disant « Nous, on était avec vous », parce que, ayant été entrepreneur, j'ai déjà eu des situations, notamment Revenu Québec, qui débarquent et qui donnent des constats dans toutes les directions pour des choses administratives faciles à corriger. Je pense qu'on peut réduire la bureaucratie, réduire l'adversité pour les entrepreneurs, créer des conditions d'innovation avec ces mêmes fonds-là, plutôt que de miser sur cette multinationale qui va être là. Je ne nie pas que l'aluminium ne deviendra pas une coopérative, là, mais quand même recentrer sur la PME.
Ça veut dire également non seulement accompagner les gazelles, mais arriver vers un plan de réindustrialisation du Québec, plan que j'avais présenté en 2020. C'est drôle un peu parce que le titre de l'article, si ça vous amuse, je parlais d'une saine démondialisation. Donc, des fois, le temps crée des situations quand même un peu, pas ironiques, mais intéressantes. Essentiellement, ce que je disais à l'époque et ce que nous prônons toujours, c'est que la Fédération des chambres de commerce a déjà fait tout le travail. Elle a identifié environ 40 opportunités au sein de 6 industries pour un total de 1000 produits, dans le cadre desquels l'économie québécoise est concurrentielle à l'échelle internationale. En d'autres mots, dans certains secteurs, on laisse d'autres pays avoir la pole position alors qu'on a des conditions favorables pour les battre à ce jeu-là. Et moi, je pense que là où on peut avoir un avantage concurrentiel, on lance des PME puis on crée de l'activité économique au Québec. Je ne suis pas contre la mondialisation et je suis c'est vraiment dans une mentalité de respect des ententes internationales. Mais on n'est pas obligé d'être... On a l'obligation de tirer notre épingle du jeu, là, à ce jeu-là. Et lorsqu'on peut, on doit faire québécois, produire au Québec. Donc, juste pour vous dire qu'est-ce que ça vaut, là, les auteurs de cette étude-là avaient calculé que la combinaison des importations de ces produits qu'on peut produire nous-mêmes, c'est 9 milliards par année. Là. On peut transformer de manière très importante. Puis je vous en parle à nouveau parce que si c'est de toute façon l'orientation que l'administration Trump est en train de prendre, de manière, à mon avis, trop généralisée, là, c'est-à-dire que moi, je vous parle de ça strictement dans les secteurs où on est concurrentiel. Là. Je ne dis pas qu'on ferme l'économie puis qu'on essaie de produire tout. C'est absolument impossible. Donc, nuance importante, je pense, dans l'approche. Mais ça donne quand même un environnement international où personne ne sera surpris de voir le Québec relancer ses PME puis relancer les secteurs où on peut être maître chez nous. Surtout que sur le plan de l'environnement, et le Parti québécois va demeurer fidèle à ses convictions qu'on a une responsabilité par rapport au changement climatique. Si vous parlez d'économie à circuit court, la vérité sur la mondialisation qu'on a connue dans les 20 dernières années, c'est qu'elle ne calculait pas que lorsqu'on mange du raisin en provenance du Chili, il n'y a pas dans le prix le coût des émissions de l'avion ou du bateau qui nous a amené ça, là. Donc, ce qu'on a comme vision également, c'est le retour de circuits plus courts de manière à créer des environnements économiques moins nuisibles aux objectifs nécessaires si on veut éviter le pire en termes de réchauffement climatique. Donc, préférence nationale, l'autre sujet, à part ces gazelles, ce contrat avec les entreprises pour les aider à aller plus loin, c'est la lourdeur administrative à combattre. J'ai parlé de bureaucratie à outrance. Ça dépasse largement le thème des entreprises. Vous aurez des travailleurs dans le communautaire, dans la santé, dans l'éducation qui vous diront « Je passe beaucoup trop de temps à remplir des formulaires pour protéger le gouvernement ou rendre des comptes sur des détails et pas assez à faire ce pourquoi on m'a embauché. » Donc, quand vous avez une crise des services, c'est sûr que si tous vos travailleurs pour l'État passent la moitié de leur temps à remplir des documents pour protéger le gouvernement, évidemment que ton rendement en termes de services, il est problématique. C'est vrai pour les PME. C'est vrai en termes de rétroaction. On peut simplifier plusieurs choses. Donc, le chantier que prendra le Parti québécois une fois au pouvoir, ce sera d'inviter tout le monde avec leurs observations et leurs propositions de simplification, de sorte également à potentiellement libérer des sommes qui pourront être réinvesties en services directs à la population à une époque où les gens commencent à perdre confiance. Parce qu'au fond, c'est quoi le bilan de la CAQ? Ça va être, après 8 ans, ça va être la taille de l'État a grossi quand même substantiellement. Il y avait un topo assez précis dans le Journal de Montréal il y a 3 jours. On parlait de 72 000 employés de plus au total. Pendant ce temps-là, l'expérience des citoyens par rapport aux services, c'est qu'ils sont défaillants et en recul. Donc, évidemment que ça pose problème. Alléger la bureaucratie et faire en sorte qu'il y ait le moins possible de bâtons dans les roues et le moins possible de pertes. Notamment, on avait proposé en 2018, en 2022, et on revient à la charge, la règle de une fois suffit, c'est-à-dire que c'est au gouvernement de prendre sur lui la passation de l'information, puis vous me direz, c'est un défi presque insurmontable, mais on va se donner l'objectif de ne pas reposer 20 fois la même question à l'entreprise, à la PME.
Je vous ai parlé du droit à l'erreur pour Revenu Québec, mais dire c'est pas parce qu'il y a une erreur qui est faite qu'on va tuer le modèle d'affaires et mobiliser toutes les ressources de la PME pour répondre au gouvernement. C'est là qu'on nuit le plus aux entreprises. Changement des règles pour faciliter le reprenariat également. C'est tout dans nos engagements. Simplement vous dire qu'on va revenir là-dessus. Là, il y a tellement de matériel. Je ne sais pas combien de temps on me donne encore. C'est fini déjà? Je vais juste terminer sur l'indépendance et l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Le budget de l'an 1, c'est un modèle théorique qui nous dit que nos finances publiques vont être en santé advenant un Québec indépendant si on fait les mêmes choix qu'en ce moment. Il y a même un léger avantage. C'est une méthode qui a été faite plusieurs fois, c'est la méthode Bélanger-Campoux. Voici ce que moi j'ai à vous dire sur ça. Moi, je pense qu'on sous-estime énormément le gaspillage à l'échelle fédérale. Je pense que les sommes dégagées vont être plus importantes et j'entends le démontrer lorsqu'on aura les moyens de passer programme par programme et de faire des choix dans un Québec indépendant. Mais je vous dis surtout ceci, je ne veux pas être comme Philippe Couillard ni comme François Legault et vous promettre que l'éducation puis la santé va se mettre à mieux aller avec la moitié des impôts avec lesquels travailler. Le problème des dernières années, il y en a plusieurs, mais celui-ci me semble assez éclatant, c'est qu'on a dit aux Québécois, puis là je reprends les paroles de Philippe Couillard, on va s'occuper des vraies affaires. Tout ce qui se passe à Ottawa, ça n'existe pas. Ce n'est pas une vraie affaire. Je regrette, 82 milliards de dollars qu'on envoie à Ottawa en échange de presque aucun service, c'est vraiment une vraie affaire. Et je ne vois pas de modèle dans l'avenir pour l'État québécois dans le cadre duquel on contraint l'État québécois à travailler avec la moitié, un peu plus que la moitié des impôts perçus, pour presque l'entièreté des défis lourds comme le vieillissement de la population et les services communautaires et les services sociaux, notamment avec la vague démographique qu'on vient de connaître. Ça ne fonctionne pas. Il y a une raison pour laquelle François Legault vous a dit « ça va marcher, on va s'occuper des vraies affaires », que Philippe Couillard vous a dit ça, puis que finalement on s'est retrouvé avec un déficit historique, le pire de l'histoire, puis le sentiment généralisé que les services reculent. On ne peut pas demander à un État normal de travailler avec la moitié de ses impôts. Donc, mon ambition, elle n'est pas juste pour la pérennité du français, elle n'est pas juste parce qu'on a le droit d'exister, puis que le Canada nous donne un avenir très sombre sur le plan culturel et linguistique. C'est pas juste non plus parce que je veux un siège à l'ONU, puis je veux une équipe de hockey qui gagne le championnat du monde ou les Olympiques. C'est également parce qu'à très court terme, 82 milliards de plus changera notre capacité à rencontrer les attentes de la population par rapport aux services de base. Et sans cette somme-là, c'est un peu illusoire, comme l'ont démontré les derniers gouvernements, qu'on peut y arriver. Ça ne balance pas. Et donc, ce qui s'appelait le déficit fiscal dans les années 90, aujourd'hui, ça devrait s'appeler l'asphyxie fiscale. Puis moi, je prétends qu'on doit sortir de ça, puis je ne me souhaite pas d'avoir à gouverner dans des circonstances financières absolument ou presque impossibles. Donc, c'est ce que dit le budget de l'an 1. J'y reviendrai. Je vous rappelle que des petits pays qui ont du succès et qui sont riches, il y en a plein. J'ai vécu au Danemark, je parle danois, j'ai vécu en Suède, j'ai failli faire ma vie en Norvège, j'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé en Bolivie. Des petits pays qui font leur propre choix avec leurs qualités puis leurs défauts. Puis vous avez vu le Danemark se tenir debout devant les États-Unis. Regardez le PIB per capita du Danemark, regardez leurs succès sociaux, regardez la Suède, la Norvège, la Hollande. C'est pas vrai que plus petit, t'es pauvre. C'est exactement l'inverse dans les indicateurs. Les petits pays ont plus de paix sociale, ils ont plus de prospérité économique en moyenne, pas tous, mais en moyenne, c'est mieux. Mais surtout, ils sont eux-mêmes. Ils ne passent pas leur vie, comme dans Elvis Gratton, à essayer de définir on est qui. Ils sont eux-mêmes, ils sont responsables de leurs propres choix, les bons comme les mauvais, mais ils existent, puis ils ne sont pas en train de chercher une autre posture défensive dans le Canada. C'est ce que je nous souhaite, c'est le sens de mon engagement. Je vous remercie beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Merci Julie de me faire confiance encore pour la 3e fois. Merci d'être encore là en grand nombre. Je fais encore sold out aujourd'hui. Merci pour la première partie, M. Plamondon. J'apprécie énormément. Nous allons faire ça ensemble. Première question, elle va être simple. Vous êtes en avance dans les sondages. Vous allez me dire, oui, mais les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais vous êtes en avance. La question va paraître un peu spéciale, mais pourquoi vous pensez que les Québécois ont un penchant pour votre parti présentement? Je vais le dire comme c'est, avec une certaine modestie.
en politique, partout dans le monde, partout en Occident, le premier déterminant des sondages ou des opinions, de l'opinion publique, c'est la satisfaction envers le gouvernement. Donc, évidemment, un facteur, c'est qu'un gouvernement qui se présentait comme un gouvernement de bons gestionnaires vient de créer le pire déficit de l'histoire du Québec et est en train de couper en santé, en éducation, de sorte qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a le fait également que la théorie des gros gains dans le Canada, c'est-à-dire avoir un mandat fort qui permet de faire plier Justin Trudeau sur l'immigration temporaire et permanente, de le faire plier sur la langue, tout ça s'est avéré être absolument faux. C'est tentant pour moi de vous dire, on vous l'avait dit, mais ça ne donnerait rien à ce stade-ci, mais simplement la population en prend acte. Elle est dans réflexion, puis elle recherche quelque chose qui est plus porteur qu'une gestion en fonction des sondages internes, mais souvent aussi en fonction d'un travail assez brouillon, assez coin de table, comme on l'a vu dans plusieurs dossiers d'infrastructure. Vous avez vu au Bye-Bye, puis à Infoman, le troisième lien, puis Nordvolt, d'ailleurs, ressortir. Tu sais, il y a... Donc, premier facteur. Le deuxième, c'est que nous, là-dedans, on a pris une posture d'un PQ, d'un Parti québécois 2.0, je dirais. C'est pas que le logo a été changé, c'est que notre approche, c'est de donner l'heure juste, sans calcul sur ces sondages-là. Donc, c'est ça le paradoxe de ce qu'on fait. Parce qu'on ne se soucie pas beaucoup des sondages. Et la preuve, c'est que j'ai déjà dit, lorsqu'on était à 9 % dans les sondages, que, à mon avis, on était exactement là où je voulais qu'on soit. Ça avait fait rire tous les journalistes de la tribune parlementaire, mais moi, je pensais que sur les sujets qu'on défendait, on était là où on voulait. On fait de la politique en donnant l'heure juste, puis en faisant du bon travail, c'est-à-dire en faisant nos devoirs, en ayant une réflexion qui a une valeur ajoutée, en disant à la population, ça se peut que ça ne vous plaise pas d'entendre que notre frontière est une passoire et que les Américains ont raison là-dessus, mais moi, je vous le dis parce que c'est ce que je pense. Et donc, plus on fait du travail de qualité, plus ça se distingue d'une approche assez brouillonne et opaque du côté du gouvernement. Et je pense que c'est apprécié. L'honnêteté aussi par rapport au projet de devenir un pays. On ne peut pas dire qu'on se cache, on ne recule pas, on donne ce qu'on en pense. Et à l'évidence, les gens apprécient cet aspect-là aussi. Donc, il y a tout ça. Puis en même temps, les sondages, ils peuvent monter puis descendre encore. Hein? Puis ça ne changera rien sur ce qu'on a présenté aux prochaines élections. Notre équipe est en train de se bâtir, ce sera solide. Puis on peut partir à n'importe où dans les sondages, ça ne changera pas notre campagne. On entend cohérence, on entend transparence, on a entendu aussi, vous venez de dire, traverser les douanes de façon comme un tamis percé. Je ne peux pas passer cette question-là sous silence, même si vous l'avez abordé un peu. On se projette demain matin, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, je sais qu'il manque beaucoup d'informations. Vous êtes demain matin Premier ministre, l'annonce est faite samedi, 25 %. On a entendu tantôt vos alignements, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? On affronte les États-Unis directement? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses, là. Donc, il y a ce que le gouvernement du Québec peut faire ou aurait pu faire. On a fait des suggestions. Vous comprendrez que l'élection est en 2026, là, donc on sera complètement ailleurs rendu en 2026. Rappel important, ce n'est pas la première fois qu'on a cette situation-là. René Lévesque a dû négocier avec Ronald Reagan pendant que c'était Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre du Canada. Et Bernard Landry a dû négocier avec Bush, dans le cadre de cycles très, très similaires de protectionnisme sous les gouvernements républicains aux États-Unis. Donc, il faut remettre les choses en perspective. À court terme, nous, ce qu'on prône, c'est une approche forte, unifiée de tout le monde au Québec, dans le cadre d'une équipe Québec qui ne laisse pas l'Alberta et l'Ontario prendre tout l'espace et qui comprend que le Canada ne travaille pas nécessairement pour toi, que c'est en fait plus chacun pour soi. Dans quel cas, nous, on veut être proactifs vis-à-vis des Américains, mais également sur les marchés européens puis en Amérique latine pour diversifier le plus rapidement possible nos exportations. C'est ce qu'on a proposé. Un gouvernement du Parti québécois, parce que là, on se projette dans un an et demi, aura une diplomatie beaucoup plus forte et beaucoup plus rayonnante. C'est déjà inscrit depuis des années, mais nous, on voit la diplomatie pour des situations comme celle-là comme un investissement, donc nos liens avec Washington, mais nos liens avec d'autres capitales européennes, asiatiques, d'Amérique latine, l'Afrique, nos liens seront plus forts, nos stratégies seront donc probablement plus ancrées, plus solides pour des situations comme celle-là. Rappelons qu'un Parti québécois vise à ce que le Québec rayonne partout dans le monde à titre de pays. Ça va se refléter dans notre diplomatie commerciale. Et donc, voici les nuances d'approche. Attendons pour les tarifs aussi. Là. Avant de dire qu'il faut sortir le chéquier, voir quelle contrepartie, attendons un peu, puis soyons très calmes
Parce que tout ça fait partie d'un processus de négociation. Et ne sous-estimez pas qu'il y a des entreprises américaines qui regardent ça aller et qui se disent, moi, est-ce que ça veut dire que la voiture que je produis, que le service que je rends va coûter désormais 25 % plus cher? Évidemment, il y a de la politique américaine aussi qu'on va devoir laisser aller à l'avantage de tout le monde parce qu'il y a des mesures là-dedans qui avantagent personne, sauf la possibilité de lever des fonds, là, je veux bien, mais les choses vont évoluer quand même assez vite, à mon avis. Je comprends bien. Vous avez aussi parlé, vous étiez entrepreneur. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, je pense au mois d'octobre, l'École de la Beauce a levé la main en criant haut et fort, l'entrepreneuriat au Québec s'affaiblit. Je pense que ça va être moins de 2 % de la population active en 2025. Qu'est-ce que vous allez proposer pour ramener, vous l'avez dit tantôt, les petites PME, c'est ceux qui activent notre groupe. Qu'est-ce que vous allez faire pour ramener l'entrepreneuriat au Québec, ramener de l'émotion envers nos entrepreneurs? Premièrement, c'est un signal. Puis j'ai mon lot de divergences d'opinion et je suis très critique des libéraux. Mais donnons aux libéraux qu'ils ont déjà mis le développement des PME en priorité dans certaines de leurs périodes de gouvernance. Et quand tu envoies ce signal-là, qu'est-ce que tu as? Tu as des intervenants qui arrivent avec des solutions. Tu as des intervenants qui disent, si vraiment c'est votre priorité, voici notre besoin urgent. Là, je vous donne un exemple. Souvent, tu as des entreprises, des startups qui disent, j'ai le financement initial, mais quand ils arrivent au financement là, de transition vers le statut d'une entreprise très solide sur le plan financier, au Québec, il y a un trou. Mais moi, comme politicien généraliste, je ne peux pas trouver la solution. Mais d'envoyer un signal puis d'amener les parties prenantes à dire, nous, ce sera ça notre priorité. Attendez-vous à être à un gouvernement beaucoup plus sévère envers les subventions vis-à-vis des multinationales, mais ça a l'avantage de libérer des fonds. Et ces fonds-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre prospérité à travers nos PME. Vous allez voir dans le programme de 2026 que les gens vont répondre. Ils vont dire, bien, si c'est ça votre priorité, moi, c'est de ça dont j'ai le plus de besoin. C'est ça mon irritant principal. Puis vous allez voir notre programme se bâtir exactement comme l'approche lévéquiste à l'origine du PQ. Le Parti québécois n'est pas un parti de Top Gun. Je ne suis pas un Top Gun. Je crois à l'intelligence des gens et lorsqu'on identifie un défi, on fait appel à la population en usant notre jugement parce qu'évidemment, il y a des groupes d'intérêts, chacun a des intérêts là-dedans. Mais on part quand même de la prémisse que si on donne une direction et on stimule la contribution, on va arriver avec un plan qui allège le fardeau des PME, les accompagne davantage et leur permet éventuellement de devenir vraiment la fondation, l'épine dorsale de notre économie, au lieu d'être dépendants de multinationales qui n'auront pas le même degré de loyauté, de rapport avec nos travailleurs, etc. Donc, c'est un modèle auquel on doit absolument revenir, à mon avis. Entièrement d'accord. Je dois aussi vous amener, je ne veux pas avoir l'impression de parler des deux côtés de la bouche, mais on a parlé de panier percé, des douanes, mais on ne peut pas passer à côté de l'immigration. Vous savez, plusieurs entreprises, plusieurs PME, dont je fais partie, on a commencé des programmes pour aller chercher des gens qui viennent de l'extérieur du pays, puis on les amène chez nous, puis on les forme. Puis là, on a une crainte que ça cesse ou que ces gens-là doivent retourner dans leur pays. Je pense que c'est quelque chose qui nous met un peu craintif. Comment vous voyez ça, cette approche-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça va prendre un équilibre. Je ne dis pas que ça prend un panier percé, mais ça prend un équilibre parce que notre retour à la normale avec ces employés-là, va falloir trouver une solution. Donc, quelques constats. Avant l'augmentation de l'immigration temporaire pour combler la pénurie de main-d'œuvre, notre économie fonctionnait. On n'a pas été en récession des années 70, 80, 90 pour finalement trouver une solution. Il y a une prémisse qui est fausse et qui n'a rien à voir avec le statut qu'on veut donner aux Québécois d'adoption. Comprenez-moi bien parce que c'est très partisan des fois ce sujet-là. Tous les Québécois sont Québécois à part entière. On a un intérêt collectif au succès de chacun. Pour l'immigration temporaire, ce n'est pas de l'immigration permanente. Ce sont des gens qui viennent temporairement sous la prémisse que ça comble et ça règle le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Le seul problème, c'est que ce n'est pas vrai. Les études démontrent, puis allez voir notre document sur l'immigration, un beau 91 pages avec toutes les notes de bas de page, non seulement une hausse soudaine des seuils d'immigration ne comble pas la pénurie de main-d'œuvre, il y a des bonnes chances que ça creuse la pénurie de main-d'œuvre parce que s'il n'y a pas de logement, puis si toutes les ressources sont en mode adaptation et accueil, l'apport en main-d'œuvre d'une personne ne correspond pas aux 3-4 personnes que ça va prendre pour traiter l'ensemble de l'adaptation sociétale.
Et je ne peux pas faire fi, dans le programme du Parti québécois, de la crise du logement, c'est-à-dire qu'on a accueilli en 2023 230 000 nouvelles personnes sur le territoire, puis on a fait à peine 30 000 logements. Le cours de cégep en économie permet de comprendre que l'offre et la demande ne fonctionnent pas, de sorte que les prix vont monter, les logements vont devenir plus rares, l'itinérance également va être un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc, nous, on est conscient que ce qu'il ne faut pas faire par rapport aux PME qui se sont rendues dépendantes de la main-d'œuvre temporaire au cours des 10 dernières années, c'est d'arracher d'un coup sec. Là, parce qu'évidemment, là, tu déstabilises leur modèle d'affaires. Ce qu'on a présenté, c'est un plan graduel de réduction, puis il n'est pas pareil d'un secteur à l'autre en fonction de la sensibilité. Donc, les secteurs où, essentiellement, tu as une entreprise stable qui profite du caractère attrayant de l'abondance illimitée de la main-d'œuvre vont contribuer davantage que des secteurs qui, du jour au lendemain, doivent cesser leur activité si on embarque dans une méthode noir ou blanc. Et ça amène la recherche et le développement, parce que j'avais en tête l'agriculture. Là, si vraiment en agriculture, on enlève la main-d'œuvre temporaire, on va avoir qui est un grand secteur chez nous. Bien, c'est ça, mais ça, tu ne peux pas faire ça, parce que du jour au lendemain, tes activités arrêtent. Mais ça nous amène sur un sujet macroéconomique de la recherche et du développement, de l'innovation dans la manière de procéder. Parce qu'un problème aussi de l'abondance de la main-d'œuvre, c'est l'engourdissement de la recherche et de l'innovation. Parce que si une entreprise a accès à un bassin de main-d'œuvre illimité et que ça ne coûte pas cher, pourquoi se poser la question de revoir ses processus, réinvestir en innovation? Donc, on va provoquer la discussion. Où est-ce qu'on peut investir en recherche et développement pour vous permettre un modèle qui est moins dépendant à la main-d'œuvre, pour vous permettre aussi des gains en efficacité, donc des gains en termes de profit. Donc, l'approche macroéconomique devrait être axée sur la robotisation, la recherche et le développement. On est conscient que dans certains secteurs, il faut y aller doucement. Donc là, on va y aller justement par secteur avec des rencontres sectorielles, de dire, c'est notre orientation générale, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je vous ai dit que notre priorité, c'est la PME québécoise, donc on n'ira pas tirer dans le pied des entreprises québécoises qui sont justement des PME, mais on va regarder avec elles de quoi ils ont besoin pour faire un virage d'automatisation, robotisation et d'innovation dans les processus. Je comprends bien. Pour faire un atterrissage en douceur, parce qu'après, je vais laisser la parole aux gens, je pense que c'est important. Ça va être facile, cette question-là. Vous avez nommé plein de choses. Hein. On a parlé de la machine, on a parlé de l'immigration, on a parlé... C'est quoi la priorité de Paul Saint-Pierre Plamondon s'il rentre au pouvoir? Parce que ça m'en prend une pour réussir à faire toutes ces choses-là. La priorité des priorités? La priorité des priorités. Ça va vous étonner comme réponse. Moi, je suis parfaitement conscient du coefficient de difficulté qui est devant nous. Ce n'est pas une époque simple sur le plan politique, ni financier. Donc, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la qualité des personnes que je peux amener autour de notre gouvernement et de notre projet. Et si le capital humain est là, la confiance va augmenter, on va s'éloigner du cynisme. Puis, je ne dis pas que les gouvernements précédents ou le gouvernement actuel n'ont pas de capital humain, mais je constate un découragement, puis j'étais content d'entendre la mairesse de Belleuil dire « c'est pas le temps de laisser tomber notre démocratie ». Évidemment qu'il y a un découragement si on a l'impression de payer énormément d'impôts puis que les services n'arrivent plus. Là. Ça amène certaines personnes à dire « moi, j'aimerais qu'on tire la plug puis qu'on reparte à zéro. » Là. Il y a des courants très, très polarisés qui sont en train de naître, notamment en lien avec la perte de confiance. Première chose pour moi, c'est d'amener vraiment une équipe de qualité qui inspire confiance avec la modestie de dire on est conscient de l'ampleur de ces défis-là. Puis, ce qui va m'intéresser d'abord et avant tout, c'est de dire, est-ce que la population peut se dire, on s'améliore? Est-ce que la population peut se dire, c'est pas encore parfait, mais j'ai perçu, soit en soins de santé, soit en éducation, que quelque chose va dans la bonne direction. Si on consent au narratif des économies puis des démocraties occidentales qui vont toujours en régressant, c'est un très mauvais environnement social, politique. Donc, amener du capital humain, les prendre un par un, faire une campagne aussi qui est réaliste, où est-ce que, quand c'est très difficile, pas essayer de vendre quelque chose qui ne se peut pas à la population. Là, pas leur vendre un troisième lien si tu n'as même pas 10 pages de recherche sur ce sujet-là. Je pense que les gens sont rendus là et ils apprécient ça de notre part. Donc, modestie, puis être très terre-à-terre, abattre un par un
les dossiers. Et évidemment, je vous le disais, si on rapatrie 82 milliards de plus, ça me semble une évidence qu'on va faire des choses qu'on ne peut pas faire. C'est juste dire, là, je ne défends pas l'indépendance du Québec parce que ça m'avantage électoralement. Là. Si je veux la quasi-certitude de devenir premier ministre, tout ce que j'ai à faire, c'est dire il va y avoir du changement, puis dire faites-vous-en pas, il n'y aura pas de changement. Mais ça nous amène où? Donc, je le sais que c'est un fardeau électoral puis un coefficient de difficulté élevé, l'indépendance du Québec, mais je ne vois pas comment, sans rapatrier ces sommes-là, on va faire quelque chose vis-à-vis le vieillissement de la population, les problèmes de santé mentale. Comme vous le savez, un de mes sujets, c'est les jeunes. Ce que je vois pour l'avenir, je ne trouve pas ça normal. Ça va nous prendre des moyens. Donc, voilà. Notre Québec a mal. Hein? Ben, avant de laisser la place à Gilles, je veux juste vous remercier personnellement. J'ai appris à connaître quelqu'un de cohérent, quelqu'un de rafraîchissant. Puis ma question numéro 1, je pense que je me réponds tout seul. Je comprends un peu plus pourquoi les sondages montent tranquillement, pas vite. Alors, Julie, je te laisse la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va se rasseoir. Merci beaucoup de prendre ce temps pour répondre à toutes nos questions. Vraiment, mon Dieu. OK. Ça va être chic, ces photos. Première question du public. Bon, là, c'est là la valse des lunettes. Je suis vraiment désolée. Bon. Comme si les doubles foyers, ça n'existait pas. Une question de Daniel Michelin. Quelle serait la stratégie du Québec vis-à-vis du déploiement de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité? Oh boy. Ça rejoint un peu l'avant-dernière question, moi, je trouve. Ouais. Ce qu'on sait, puis on a déjà des pourparlers avec d'autres pays dans le monde, on sait que l'intelligence artificielle nécessite énormément d'énergie. Ils sont d'ailleurs en train de remettre en question le modèle actuel qui est tellement énergivore qu'ils se disent qu'il y a peut-être façon de concevoir le AI dans des formats moins demandants au niveau de l'électricité. Mais comprenez que dans cet environnement-là où on est peut-être à l'aube d'une révolution du système de santé où dans 30 ans, on va juste avoir un robot qui nous scanne et qui nous dit « voici, t'en es rendu où et voici le traitement, voici... » On n'est pas loin de changements majeurs dans la main-d'œuvre, mais tout ça dépend d'une capacité énergétique qu'il y a juste le Québec et quelques autres endroits dans le monde qui ont ce potentiel-là. Donc, moi, ce que je pense, c'est que sur l'intelligence artificielle, il faut aligner nos universités sur la ressource et dire comment nous, on tire notre épingle du jeu en sachant que, par rapport à la Californie, l'Angleterre, les quelques joueurs avec qui j'ai pu m'entretenir, on peut avoir des niches où on est les meilleurs, mais on n'aura pas la prétention de tout faire, mais on aimerait idéalement aligner nos expertises avec la présence sur le territoire québécois d'un potentiel énergétique dont la planète aura besoin au complet si on veut que cette intelligence artificielle-là joue un rôle en éducation, en santé et ailleurs. D'ailleurs, la révolution sur la main-d'œuvre risque d'être colossale. Parce que c'est une possibilité que les avis juridiques, les avis comptables et toutes sortes de tâches soient un jour entièrement faits par l'intelligence artificielle, ce qui pose sur le plan de la sécurité du militaire de graves questions également de gouvernance. Mais là-dedans, moi, je vous dirais l'orientation recherche et développement avec les universités en leur donnant le mandat de choisir des niches qui peuvent nous relier à notre ressource. C'est ça que je vous disais tantôt. C'est que si on fait juste, puis on l'a fait malheureusement un peu, je crois, même dans la région, si on fait juste dire à des multinationales « Hey, tu veux stocker des trucs d'Internet? » Bien, nous autres, on a de l'électricité, puis on t'avance en dessous de notre cost. Je ne comprends pas c'est quoi le modèle de création de richesse. Par contre, si on vend notre électricité au juste prix, qui va être concurrentiel par rapport au coût de production n'importe où dans le monde, et qu'on ajoute une composante de « nous, on va être partenaire dans la formule innovation, dans la compréhension de ces choses-là, pour ne pas être simplement un donneur d'énergie, mais avoir les cerveaux, l'innovation qui vient avec. Si on est capable de bâtir ça, là, on est super bien positionné, parce qu'il n'y a pas grands endroits dans le monde où tu peux combiner l'abondance de l'énergie avec un capital humain très, très élevé. Mais à nouveau, ce n'est pas aux politiciens, puis moi, je ne suis pas dans l'approche de Fitzgibbon, c'est pas moi qui va commencer à caler les shots personnellement en disant « ça va être tel projet puis telle affaire ». J'ai besoin que les milieux
s'organisent et fassent des réflexions stratégiques. Vous l'avez vu, je cite la Fédération des chambres de commerce du Québec sur l'idée de réindustrialisation, mais c'est parce que quelqu'un, dans le milieu d'affaires, a assez de vision puis d'initiative pour rassembler le monde puis dire qu'est-ce qu'on fait à ne pas œuvrer dans ces 6 secteurs-là. Le péquisme, c'est croire au potentiel de notre monde puis à leur intelligence. Donc, il va falloir que les milieux proches de l'intelligence artificielle nous guident un peu aussi dans cette réflexion-là, parce que je ne veux pas caler les shots de manière aléatoire dans un dossier comme celui-là. Donc, c'est le temps, présentement, de faire entendre notre voix. La Révolution tranquille, les plus beaux moments de la politique au Québec avaient ce genre de foisonnement-là. Où est-ce qu'on n'est pas dans du top-down, puis je ne prétends pas être un top gun, mais je prétends que notre capital humain puis notre intelligence nous permet de se démarquer par rapport à nos concurrents à l'échelle mondiale. Je comprends les sujets de manière générale, mais je m'attends également à une collaboration sur là exactement la niche qu'on va développer dans cet environnement-là. Excellent, merci. On continue avec la question de M. Denis Hood. Où se situe l'économie sociale dans un gouvernement du Parti québécois? Très bonne question. La place va être plus grande pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un modèle qui, pour des missions importantes au Québec, est plus stable parce qu'il demande la participation des acteurs localement. Et particulièrement dans les services sociaux ou dans la santé, on a nommé en 2022, puis on va revenir avec cette approche-là, que l'agilité de l'économie sociale, le caractère pas mur à mur, parce que quand l'État québécois agit, son défaut, c'est souvent de faire du mur à mur partout au Québec, alors que les réalités ne sont pas compatibles. L'économie sociale a l'avantage d'arriver avec des solutions absolument campées sur la réalité régionale. Puis nous, on est dans une logique de décentralisation le plus possible. Donc, on va faire appel aux entreprises d'économie sociale, notamment dans le cadre du virage des soins à domicile, notamment dans le cadre de certains soins de santé où est-ce qu'on va dire on n'a pas la capacité comme État, mais on est certain que si la communauté se mobilise, puis je peux vous parler de plein d'endroits, là, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Drummondville, Abitibi, dans la plupart des régions, le monde est déjà mobilisé. Et tu leur dis, nous autres, on va vous accompagner dans certaines entreprises sociales qui vont permettre la stabilité de ces services-là en fonction de votre réalité qui n'est pas celle de la ville qui est à 400 km de chez vous. Donc, la réponse courte, c'est plus de place à l'économie sociale, notamment dans ces secteurs-là. En les accompagnant financièrement? Oui, c'est-à-dire que le virage à domicile, en principe, va permettre à l'État d'économiser de l'argent parce que le modèle maison des aînés puis hôpital est trop cher à soutenir en termes d'infrastructure. Si tu veux déplacer ça vers du soin à domicile, oui, tu as des économies, mais on pense que ceux qui seraient le mieux placés, ce seraient des entreprises d'économie sociale dédiées à ces missions-là qu'on soutient. Donc, l'investissement va se retrouver, à moyen terme, va se transformer en une économie par rapport au modèle hospitalo-centrique qui est trop cher en maintien des infrastructures par rapport au vieillissement de la population. Si vous regardez le modèle danois, européen en général, la part des soins à domicile est plus grande que l'hôpital, alors qu'au Québec, c'est l'inverse. On est très, très loin. Et je pense qu'on a fait certaines bonnes choses du côté du gouvernement, mais de manière quand même timide. Notre approche, c'est vraiment un virage et ça passera largement par des coops, des entreprises d'économie sociale qui vont nous aider dans ce virage-là, qui va être payant à la fin parce que moins cher que les coûts d'entretien des structures. Surtout si on allège la paperasse qu'ils ont à remplir, parce que c'est un vrai problème, ça. Première chose qu'on va faire. Okay. Parce que tout de suite, tu libères plus de services parce que les gens se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. Exact. Mais tu libères aussi des coûts parce que la paperasse, il faut qu'elle soit traitée à Québec. Là. Puis quand vous vous posez la question pourquoi on a plus d'employés puis moins de services, bien là, la réponse, c'est que dans la foulée de la commission Gomery puis de la commission Charbonneau, on a voulu tellement que ce soit spick and span qu'on a fini par mettre des contrôles partout. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu laisses tes gens travailler. Et je pense qu'il va falloir accepter dans la société québécoise que ça va vouloir dire qu'il va y avoir une coche mal taillée qui va faire la une des journaux une fois de temps en temps. Mais si tu en as 1 sur 30 qui est mal taillé, pour 29 sur 30 qui travaillent sur sa mission, moi, je pense qu'on gagne davantage à laisser travailler le monde au lieu de leur faire des contrôles puis de la paperasse. Tout à fait. Je me suis trompée tout à l'heure. Désolée, la question ne venait pas de M. Denis Hood, venait de Frédéric Côté.
Sincèrement désolée. Nos salutations. Nos salutations. Mais je vais me reprendre en posant une question de Denis Hood. Comment un gouvernement du Parti québécois compte faire pour gérer l'opacité de certains de ces organismes, dont la RAMQ et le ministère des Transports, entre autres, selon le bureau du vérificateur général? Surtout sur la RAMQ. Dans le cadre du ministère des Transports, il y a deux phénomènes. Donc, opacité, certes, mais surtout opacité de ministère qui, finalement, fait appel au privé. Là. Si on regarde les 20 dernières années, le problème dans le ministère des Transports, c'est qu'on n'a pas confiance, vraisemblablement, à nos employés de l'État. Fait qu'on a des employés sur le payroll qui, eux, ont comme travail d'ouvrir un bar quasi ouvert à des entreprises. À l'époque Charest, je pense que c'était pas les surcharges, c'était quoi? Les extras. Vous vous souvenez des extras? Ça n'a jamais complètement disparu. Donc ça, c'est un travail colossal. Faut lire Sylvain Godreau là-dessus. Il avait été très, très précis sur ce qu'on pouvait faire. Mais le vrai sujet, c'est la RAMQ et la transparence sur le panier de tout ce qu'on peut offrir à la population. Et le conflit d'intérêts entre des pharmaceutiques qui vont vouloir offrir des solutions à travers des pilules ou des soins qui ne correspondent aucunement à l'objectif de la santé. Donc, si on veut économiser en santé au cours des prochaines années, il va falloir déplacer non seulement le mode de rémunération qui est à l'acte, mais également le mode de diagnostic qui est à la pilule pour se demander comment est-ce que le système peut viser la santé et non pas le nombre d'actes médicaux puis le nombre de prescriptions. Et c'était le sujet de notre dernier Conseil national. On a fait venir des experts qui nous parlent de certaines approches qui ont déjà cours ailleurs en Occident. Donc, on a déjà des classiques à notre programme qui, malheureusement, étaient des promesses de la CAQ qui n'ont jamais été tenues. Donc, je pense que le mode de rémunération au Québec ne correspond pas à ce qui se fait dans les autres provinces et il est problématique en termes de suivi. Je pense que le panier de ce qu'on offre en termes de médicaments ne fait pas l'objet d'un suivi en fonction de notre capacité de payer. Et à l'origine, c'est qu'on ne vise pas la santé. Donc, prenez juste la santé mentale. Si la santé mentale de la population, les enjeux viennent quasi de doubler dans les 10 dernières années, l'État ne sera jamais capable de prescrire des pilules puis des psychologues pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va se poser la question, comment en prévention et en promotion de la santé, on peut revenir à des taux. Donc, un des spécialistes nous disait, le tableau de bord, dorénavant, ne sera pas le nombre d'actes médicaux puis le temps d'attente, il va être le nombre de personnes malades au Québec. Puis plus ton nombre de personnes malades au Québec diminue parce que tes mesures en prévention ou en intervention précoce fonctionnent, plus tu as de chances de garder tes coûts et le taux de satisfaction de la population dans des niveaux acceptables. On est en train de travailler là-dessus. C'était le sujet de notre dernier Conseil national avec quoi? Une dizaine d'experts tout azimut. C'était super intéressant. On est très conscient que c'est un gros chantier, mais en même temps, on n'aura pas le choix parce que les chiffres nous le disent. Là, si tu fais déjà le pire déficit de ton histoire, c'est parce que ça ne s'en va pas dans une direction viable. Mais vieillissement de la population et problèmes de santé mentale, santé physique, alimentation fait en sorte que la pression sur le système en ce moment est intenable. Il faut aller à la source. C'est pour ça que j'ai parlé du temps d'écran l'année dernière, en début d'année. J'ai été le premier à dire ça ne marche pas le temps d'écran chez les jeunes. Je sonne l'alarme. Finalement, c'est devenu un sujet, même si au début, on m'a ridiculisé. Mais ma logique derrière ça, c'était de dire on ne pourra pas bâtir une société dans le cadre de laquelle une proportion effarante de la population a déjà un enjeu de santé mentale parce qu'il est scotché à des médias sociaux nocifs dès l'âge de 9 ans. Là, ça ne marche pas. Donc, c'est cette approche-là qui va, je pense, nous caractériser dans un gouvernement du PQ. Une démarche de prévention, donc. Prévention, intervention précoce, promotion de la santé et non pas promotion du traitement. Sélection aussi des traitements qu'on peut se payer versus ceux qui dépassent. Rien ne se perd, rien ne se crée. Là. Si des ressources vont quelque part, on ne l'a pas pour traiter une urgence. Puis en ce moment, il y a des cancers. J'ai trouvé ça crève-cœur. Je fais du porte-à-porte dans Terrebonne où est-ce qu'il y a une partielle. Puis on a eu 2 rencontres de personnes qui ont ouvert la porte, qui ont dit, moi, j'ai eu le cancer. La réponse a été trop lente. J'ai attendu pendant 5 mois, puis maintenant, j'ai des métastases. Puis quand tu es devant cette personne-là, ça saisit.
Puis si cette personne-là, on ne la traite pas, bien, je regrette, il y a des choses, puis il y a des arbitrages qu'il va falloir faire ailleurs en disant on va traiter cette personne-là avant de faire d'autres activités ou de créer un panier limité. Il y a une hiérarchie qui s'est perdue sur où est-ce qu'on dépense notre argent. Puis en ce moment, la vérité, c'est que les chirurgies sont en retard, les traitements de cancer, il y a beaucoup de témoignages qui font en sorte qu'on va avoir tendance à mettre les ressources à cet endroit-là, donc à prioriser un peu plus. Merci. On doit approcher, j'imagine, de la fin du temps des questions. Je cherche du regard. J'en ai une, oui. Il me reste du temps pour 2 questions. Alors, on continue. Philippe Leclerc. Plusieurs intéressés au projet indépendantiste hésitent vu l'absence d'une constitution du Québec proposée avant la tenue d'un référendum. Quelle est votre pensée? Bon, évidemment, la Constitution du Québec va de soi dans un pays. Un pays doit avoir une Constitution. Mon enjeu, c'est que moi, mon but dans la vie, puis je le dis, je suis conscient du coefficient de difficulté là aussi, mais je juge absolument nécessaire qu'on réussisse l'indépendance du Québec, peu importe les probabilités de succès en date d'aujourd'hui. Si j'avais regardé les probabilités de succès, je n'aurais jamais pris le Parti québécois là où il était quand j'ai commencé comme chef. Et si c'est ça mon raisonnement, je vais faire en sorte que le débat sur l'indépendance nous donne une chance de réussir. Le problème avec, par exemple, l'approche de Québec solidaire, puis là, évidemment, je ne parle pas des partis fédéralistes qui n'ont aucun intérêt à cet objectif-là, c'est que si on tente de tous s'entendre sur une constitution avant que le pays ait une réalité, ceux qui s'opposent au pays vont participer de sorte à ce que ça dérape et on ne s'entende pas. Je regrette, mais c'est l'enseignement qu'on doit retenir de 80 et de 95. On n'a pas le choix, on n'a pas le droit d'être naïf dans ce qu'on prépare cette fois-ci. On doit avoir appris de René Lévesque et de Jacques Parizeau. Donc, de mon point de vue, ce qui importe, c'est est-ce que, comme peuple, nous voulons décider nous-mêmes de nos argents, nos lois, nos traités internationaux. Est-ce que oui à ça? Puis déjà, c'est un défi de réussir parce que d'autres, avant, n'ont pas réussi. La Constitution du Québec, donc, ne peut pas être une condition dans le cadre de laquelle, je vous donne un exemple, est-ce qu'on met la laïcité dans la Constitution du Québec ou pas? Prenez juste ce sujet-là. Là. Du jour au lendemain, des gens qui allaient voter oui vont dire, bien là, si c'est pour être comme ça, finalement, je change d'idée. Alors que sur le fond des choses, sur l'idée qu'on décide par nous-mêmes, moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher une majorité de personnes. Et le problème avec la Constitution avant le temps, comme avec les gens qui veulent des réponses dans le moindre détail sur ce que sera un Québec indépendant, c'est qu'ils partent de la prémisse que le Québec indépendant au jour 1, c'est le Québec pour les 300 années suivantes. Alors que nous, tout ce qu'on prétend, c'est qu'il y aura une démocratie québécoise qui aura ses élections puis les pleins pouvoirs à chaque 4 ans. Donc, j'ai ce problème-là avec la droite et la gauche plus polarisées, là, plus radicales. Ils disent, bien là, il va-tu être à droite ou à gauche, votre Québec indépendant? Je suis obligé de leur répondre, il va être indépendant. Il fera bien l'acheter, je ne serai plus là. Puis il y aura d'autres gouvernements, puis ça va changer de bord, puis il y aura d'autres débats, puis il y aura d'autres choses. C'est vraiment passer à côté du sujet que de vouloir cristalliser pour toujours toutes les réponses, alors qu'il y a plus de questions que de réponses. Tout ce que je veux, moi, c'est que ce soit notre réponse et pas celle d'Ottawa. C'est tout. Donc, c'est parce que je suis confiant qu'on va arriver avec une constitution qui se tient, parce que je suis conscient également que déjà que de dire qu'on s'autodétermine, c'est un défi. On va s'en tenir à l'essentiel. Est-ce qu'on veut devenir un pays, oui ou non, de sorte qu'on décide par nous-mêmes. Et tout le reste va être fait en bonne et due forme. Et j'ai très confiance qu'on va avoir une constitution qui est innovante, meilleure que la mordite constitution de 1867 du Canada, qui non seulement est inopérante, mais qui n'est même pas respectée par le Canada. Et le Canada dépense dans nos champs de compétences. C'est sûr que ça va être mieux que le statu quo en termes de fondement juridique. Donc, prenons le pari qu'on est capable. Merci pour cette explication. C'est clair, oui. C'était une expression de mon grand-père en passant, mardi. Là. C'était dans le temps que dire maudit, c'était vraiment impoli. Fait que mon grand-père disait toujours mordite ou mardi. Oui, on a toutes des expressions familiales comme ça, exact. en effet. Oui, oui, oui. Dernière question, c'est écrit en gros, dernière question.
Jacques Jodoin. Et moi, je suis frappée d'une chose, c'est que des hommes qui posent des questions ici dans la salle. Là. J'aurais aimé ça, une femme. Oui! Il y a quelqu'un là. Ah, c'est juste les questions des hommes, alors, à ce On peut moment-là, faire qui deux sont questions. retenues. On a-tu le droit de faire 2 questions? On peut faire 2 questions en une. D'accord. Alors, on va y aller avec la question de Jacques Jodoin, puis après, je vais prendre une question d'une femme. Alors, Jacques Jodoin, quelle est votre opinion sur le fait qu'avec le mode de scrutin actuel, au-delà de 500 000 électeurs conservateurs n'ont pu s'élire un représentant à l'Assemblée nationale? Évidemment, c'est un problème. D'ailleurs, je suis le seul parti à avoir tenté d'accommoder, même si j'ai rien en commun, puis je suis très critique des fois sur l'honnêteté intellectuelle du Parti conservateur, là. J'ai quand même offert d'y faire une place puis d'y donner une tribune à Québec, à l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent répondre aux questions des journalistes. Mais les autres partis n'ont pas suivi. On est en faveur d'une composante proportionnelle pour éviter ce problème-là. Il faut être intelligent dans la façon de le faire parce que on le voit dans certains pays, les proportionnels purs peuvent amener certaines dérives. Même l'Allemagne, qui était réputée être un modèle équilibré entre les régions et la composante proportionnelle, a quand même en ce moment sa part d'instabilité. Mais est-ce qu'on est capable d'ajouter une composante proportionnelle de sorte qu'on ait la certitude qu'à partir d'un certain seuil dans la population, il y a un siège? Définitivement, oui, c'est faisable. Et ça, le Parti québécois, ça fait quelques fois qu'on réitère qu'on se donne cet objectif-là. Donc, ce sera un des chantiers. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tout le monde recule là-dessus. Là. Justin Trudeau voulait le faire, il ne l'a pas fait. François Legault voulait le faire. Après, il a fini par dire que ça ne se battait pas dans les autobus. C'est très bizarre. Je ne comprends pas trop. Évidemment, c'est que des fois, en voulant régler un problème, tu peux en créer un plus gros. Donc, la prudence est de mise dans le modèle adopté. Mais de rien faire, je trouve ça surprenant. Très intéressant. Dernière question. Elle doit être d'une femme, ça, c'est comme rien. Anouk Laforêt, quel est le plan du PQ pour adresser le manque de places en garderie et pour répondre aux enjeux liés à la qualité éducative? Excellente question. Rappel, les CPE sont une invention du Parti québécois. Deuxième rappel, le Parti québécois s'est engagé et s'engage toujours en un réseau 100% CPE où chaque enfant a une place garantie. Et ça, c'est coûteux. Donc, dans l'aménagement du cadre budgétaire que vous pouvez toujours consulter, qui était notre cadre budgétaire de 2022, qui, contrairement à celui des libéraux, n'avait pas un trou de calcul de plusieurs milliards, notre plan budgétaire de 2022 a été accueilli par les analystes comme un plan qui tenait la route. On avait fait un aménagement coûteux sur cette question-là parce que j'ai des parents qui m'ont consulté sur l'absence de place en CPE qui est contre-productif sur le plan de la place des femmes au travail notamment, mais qui a créé aussi des dédales d'un système avec plusieurs types de garderies dans le cadre duquel les standards ne sont pas les mêmes. Les standards de sécurité des enfants ne sont pas les mêmes. On a un excellent modèle qui est celui CPE. Et je pense que financièrement, en termes de revenus de l'État, de toute façon, cet investissement-là va nous revenir. Donc, on s'engage en un réseau 100% CPE partout au Québec. Un enfant, une place. À ce que je sache, un enfant qui va au primaire ne se demande pas s'il va trouver une place pour aller à l'école, là. Donc, ce n'est pas impossible de mettre en place l'équivalent pour le CPE. Et dans la mesure où c'est un problème dans la vie de plusieurs personnes, dans la mesure où ça permet une participation accrue au travail dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de finances publiques précaires, ça continue d'être notre engagement. Puis ça, je suis très, très confiant. On est les fondatrices parce que ce sont des femmes qui ont mené ce combat-là au Parti québécois. Et il y aura d'autres femmes pour compléter cette œuvre-là jusqu'à temps que nos tout-petits soient en mesure de se développer et en toute sécurité partout sur le territoire. Et ça va venir aider à la pénurie de main-d'œuvre et faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises qui se développent et tout ça, parce qu'on est la moitié de la population, les femmes. Mais moi, je l'ai vécu, là. Oui. Tu n'as pas de place en garderie, là. Ta vie est paralysée. Oui. Les choix ne sont pas les mêmes. Il y a une contrainte financière qui peut aussi arriver de sorte que l'enfant lui-même est perdant. Il n'y aurait personne qui a gagné dans cette histoire-là. Et on se souviendra de la déclaration de Geneviève Guilbeault à l'époque. Elle avait dit les garderies privées, c'est un excellent modèle d'affaires. Puis tout découle de ça. Puis ce n'est pas la CAQ, honnêtement, qui a le blâme principal, c'est Thomasy
et les libéraux, c'est qu'on a pris un système qui marchait, qui était étudié de par le monde, puis on a privatisé des permis, puis on a fait toutes sortes de manipulations dans le système, de sorte qu'on en est rendu là. Mais le système CPE lui-même a été étudié et reconnu comme un système vraiment solide au niveau de ce que ça apporte à notre société. Donc, on va juste corriger le tir d'une privatisation puis d'une vision très, très mercantile du développement de l'enfant. De mon point de vue, les enfants puis leur éducation, on ne devrait jamais faire de compromis là-dessus parce qu'à long terme, pour notre société, on y gagne à tous les égards. Un gros merci à M. Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir répondu à toutes nos questions. Vraiment, merci beaucoup. Et on va prendre les photos avec les partenaires. À vous tous qui avez été présents aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce rendez-vous politique. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Marquez dans votre agenda le 21 mars prochain. On va discuter avec Yves-François Blanchet de retour de Washington. On vous donne des nouvelles de ça sur nos réseaux sociaux. Merci, M. Saint-Pierre Plamondon.